Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année. Enfin, en tout cas, la dernière vidéo de chapitre, hein. Je verrai si je vous en fais d'autres, mais là j'ai un gros doute, hein. Je pense vraiment que c'est la fin. Surtout que cette vidéo, vous allez voir, est découpée en plein de petites parties. Donc surtout ne la faites pas en un coup, d'accord? Vous verrez que je mets des diapositives pour vous dire c'est bon, ou là vous vous arrêtez, ok? Et donc cette dernière partie, comme promis, concernera Arduino et Python. L'occasion de revenir sur l'ensemble des thèmes de l'année à travers Arduino et Python. Alors très honnêtement, ça va être très déséquilibré. On va faire beaucoup de Python et on va faire une, peut-être deux séances d'Arduino en fonction de comment ça se présente. Mais le programme de première se prête pas trop à Arduino. Donc, mais Python, par contre, on va le faire. Ça va être en fait l'occasion vraiment de revenir. En fait, c'est une excuse hein, pour revenir sur les grandes notions de l'année, celles qui vont plus vous poser des problèmes. Donc voilà. Alors, à quoi sert Python? C'est forcément la question que vous vous posez. J'espère qu'on vous y a répondu l'année dernière. Python nous permet d'automatiser certaines tâches, des calculs un peu rébarbatifs, des prévisions de ce qui pourrait se passer lors de transformations chimiques, sans avoir à vous faire un tableau d'avancement à chaque fois. Python va automatiser tout ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est lancer le programme. Il va vous demander un certain nombre d'informations pour bien connaître le problème que vous êtes en train de résoudre, et il va le résoudre tout seul. Et voilà. Moi, je sais que personnellement, je n'ai pas étudié Python à l'époque au lycée, même en fac. Je l'ai beaucoup regretté en recherche, puisque j'en ai eu besoin pour mes recherches, et clairement, ça me manquait. Je n'ai étudié Python qu'après avoir quitté la recherche, parce que là, j'avais du temps. Et vraiment, ça m'a manqué. Et d'ailleurs, si j'ai le temps, je vous montrerai beaucoup de postes, d'offres d'emploi pour les hauts diplômés, hein, comme enfin, les futurs scientifiques, eh bien, demandent au moins un minimum de maîtrise en informatique, d'accord. Moi, j'ai été très surpris du nombre de postes qui vraiment vous disaient, écoutez, si vous maîtrisez Python, on vous embauche et pour un beau salaire. Donc vraiment, ne faites pas l'impasse sur Python, même si ça ne vous fait peut-être pas rêver, hein. Au lycée, c'est une introduction, vous allez voir, c'est pas bien méchant, mais ça peut vraiment être utile et vous ne vous attendez pas forcément à en avoir besoin plus tard. Encore une fois, je vous donne un exemple. Python, c'est donc un langage de programmation qui est utilisé en sciences parce qu'il est pratique, mais il est utilisé dans plein d'autres domaines, hein, notamment Netflix. Netflix utilise apparemment le langage Python. On n'a pas accès au code, mais il paraît hein, qu'il utilise le langage Python. Il y a beaucoup de choses qui utilisent Python, donc voilà. En plus, il y a son utilité. Si vous le trouvez, par exemple, un boulot chez Netflix, Python sera utile. Alors, la première séance que nous allons réaliser va être juste de rentrer des données et de réaliser un graphique. On va le faire sur la partie électricité qu'on n'a pas encore faite. On va le faire là. Vous allez voir, c'est pas bien. C'est tellement passionnant et intéressant à mes yeux que je lui accorde même pas un chapitre à part. On va en profiter on va profiter de Python pour le faire. Donc quelques petits rappels avant. On respire bien profondément. Vous allez avoir besoin dans Python de déclarer un certain nombre de choses, des variables, hein. Vous pourrez leur donner le nom que vous voulez, hein. Il s'en fiche Python. Donc là, vous voyez, on l'a appelé truc, lui ça passe, hein. Et ensuite, vous allez lui affecter quelque chose. Par exemple, ici, a égale 3. Alors attention, le égal dans Python n'est pas le égal mathématique. Égal veut dire affecte-lui cette valeur. C'est-à-dire que là, en gros, il est en train de dire tu prends 3 et tu l'affectes à A. Donc dorénavant, A vaudra 3. Mais vous pouvez écrire A égale 3 et en dessous A égale 4. Il prend, sauf qu'à la fin, A sera égal à 4. Il aura oublié, juste avant, vous lui avez dit que normalement c'était 3, puisque juste après, vous lui avez dit, ben non, finalement, donne-lui la valeur 4. Ok. Et vous pouvez même aller plus loin. Regardez, vous avez ce truc-là, vous aurez pu l'appeler A, B, on s'en fout, qui est égal à truc plus 1. Ça veut dire que vous prenez la valeur de truc. Par exemple, si juste avant, vous lui avez dit que truc est égal à 2, eh ben, il prend la valeur de truc, donc 2, il lui rajoute 1, ça fait 3, et il l'affecte à truc. Maintenant, truc ne vaut plus 2, il vaut 3. Ok. Bien, et avec cette fameuse fonction que franchement retenez, elle est vachement importante, c'est print, ce qui va vous permettre d'afficher des choses dans la console. Ça, le print va être très utile, par exemple, lorsqu'il s'agira de voir où est-ce qu'il y a un souci dans votre code. Au moins, en imprimant, en affichant régulièrement certaines étapes, vous allez pouvoir voir si à un moment, il y a un endroit où ça déconne. Ok. Alors, dans ces variables, là, que vous les appeliez A truc ou Raymond Lévy, hein, vous pouvez leur affecter plein de choses. Ça peut être juste un nombre, qu'il soit entier ou à virgule. Ça peut être des lettres, ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Ça peut être un tableau ou une liste. Et ça peut être ce qu'on appelle un booléen, c'est-à-dire qui ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Ça, on verra. Je suis pas sûr qu'on voit cette année à quoi ça peut servir. Peu importe.
Voilà, en gros, vous pouvez lui affecter ce que vous voulez. Ce sera à vous ensuite de bien vous rappeler que la variable truc c'est un nombre, que la variable a c'était un tableau, voilà, parce que vous ne pouvez pas évidemment faire ce que vous voulez avec un tableau. Vous ne pouvez pas faire la même chose avec un tableau qu'avec des chaînes de caractères, par exemple. Alors nous, bien souvent, vous allez voir, on aura besoin dès le début du code de lui dire va me chercher ce qu'on appelle des bibliothèques de fonctions. Donc souvent, nous, c'est math qui est utilisé, puisque c'est là qu'il y a les fonctions sinus, cosinus, qu'il ne connaît pas de base. Il a besoin d'aller les chercher dans une base de données qu'il a lue de son côté, hein. Donc on est systématiquement obligé de commencer par import et un certain nombre de fonctions. Donc vous ne posez pas trop de questions quand vous verrez ça dans un des programmes. C'est juste qu'on est en train de dire à Python, va chercher ces fonctions-là, on en a besoin. Alors une autre dont vous allez avoir besoin, c'est cette fameuse fonction input qui est ici, hein. Le input, c'est simple, c'est que lorsque vous allez lancer le programme, eh bien lorsqu'il va arriver à cette ligne, il va demander à la personne qui est en train d'utiliser le programme quelque chose. Là par exemple, il va demander quelle quantité de matière de H2O au début en mol. Il attend un nombre. Ok. Alors à noter que là techniquement il attend rien du tout. Lui, hein. Vous lui mettez ce que vous voulez, vous pouvez lui mettre chose, il prend. Il a rien, puis enfin, il attend rien de particulier, il est idiot. C'est vraiment à vous de faire gaffe et regardez notamment la ligne du dessous. On lui dit de prendre N1, donc la valeur que vous lui avez donnée, et de le transformer en nombre. Float, vous verrez, hein, c'est la variable, c'est pour dire à Python ce qu'il y a là, c'est un nombre, d'accord? Donc un nombre décimal même. Donc c'est là que ça va poser problème, c'est-à-dire que si vous, là, vous avez tapé truc, là, il va vouloir le transformer en nombre, il va probablement pas être content, il va dire c'est bizarre, c'est pas un nombre. Donc voilà, là, il vous mettra un message d'erreur. Ok? Bon, voilà, grosso modo, c'était l'input qui m'intéressait, ce qu'on en aura besoin, vous verrez. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des boucles. Lorsque vous voulez automatiser un programme, vous voulez qu'il fasse quelque chose quasiment à l'identique un certain nombre de fois, plutôt que d'écrire 50 fois quasiment le même programme, on fait ce qu'on appelle une boucle. C'est-à-dire que là, par exemple, on lui dit pour une variable i, ok, qui partira de 1, qui va aller jusqu'à 17 et qui va aller 2 en 2. Et ensuite, on va lui demander de faire un certain nombre de choses. Donc là, en l'occurrence, c'est pas très original, on lui demande juste de faire print i, c'est-à-dire d'afficher i. Donc là, ce qu'il va afficher, il va afficher 1, 3, 5, 7, 9, etc. jusqu'à 17. D'accord? A noter que pour qu'il pige bien là, ce qu'il y a dans cette boucle, il faut un 2 points à la fin, et il faut surtout que tout ce qui vient après dans cette boucle soit décalé. On dit qu'il faut qu'il y ait une tabulation, d'accord? Sinon, si vous revenez là à la ligne, pour lui, c'est que la boucle est finie. Ok? Bon, là, c'est tout plein d'instructions concernant les listes, puis on en fera, vous verrez bien, hein, mais voilà, là on l'appelle L1. Le crochet, c'est donc l'instruction pour lui, pour qu'il comprenne que c'est une liste que vous êtes en train de créer. S'il n'y a rien dedans, elle est vide, hein. Mais vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi dedans. Lui, il prend avec cette fonction append qui permet de rajouter des valeurs à cette liste, d'accord? Et ensuite, si vous voulez aller juste récupérer une valeur en particulier dans cette liste, eh bien, ça sera le nom de la liste et entre crochets, la position de la valeur que vous voulez récupérer dans le tableau, sachant que Python commence par 0, c'est-à-dire que le premier élément du tableau, c'est 0. Et ensuite, il continue à compter, d'accord? Donc le 1 ici, il est en position 0, le 2,45 est en position 1, le 3 pardon, est en position 2, etc. etc. A noter, vous avez vu que j'ai fait un lapsus là, c'est un peu pénible. Python, quand vous écrivez 3,5, il faut lui écrire 3,5, d'accord? Il utilise la virgule pour séparer les valeurs. Comme vous voyez ici, hein, il y a des virgules entre chaque valeur du tableau. Donc forcément, si on utilise aussi les virgules pour les nombres décimaux, il ne va plus rien piger. Donc on utilise le point, c'est 2,45, d'accord? À noter aussi, mais alors ça honnêtement on s'en sert pas trop en physique, on n'est pas non plus à ce point-là masochiste, mais il compte à l'envers aussi, c'est-à-dire que si le 0, L2 de 0 c'est la première valeur, L2 de moins 1 c'est la dernière, du coup vous partez de 0 et moins 1, eh bien vous revenez au début, moins 2 vous reculez encore, hein. Bon, détail parce qu'on s'en sert pas. Enfin on aura besoin de savoir tracer des courbes. Donc là, grosso modo, je vous montre en gros, ça sera à peu près toujours cette forme-là, hein. On aura deux listes x et y. Et là, pareil, je fais une boucle et je lui dis en gros de créer une valeur x qui sera égale à i. Donc là, ce que ça dit, c'est que pour la première valeur, i sera égal à moins 100. Donc là, x est égal à moins 100. Y sera égal à i au carré. Et ensuite, on lui dit, la valeur de x, tu la rajoutes à la liste x, et la valeur de y, tu la rajoutes
à la valeur de y. Et tu me l'imprimes, histoire que je vérifie bien qu'il n'y a pas eu de souci. Et il y retourne. Bon, cette fois-ci, il a fini moins 100, il passe à moins 99, et il recommence. X est égal à moins 99, Y c'est X au carré, et il rajoute les valeurs, etc. Une fois qu'il aura fini cette boucle, il se retrouvera avec deux listes complètes, et là, il n'y aura plus qu'à lui dire, alors PLT, c'est donc la fonction, là, c'est l'instruction qui lui dit qu'il faut qu'il aille, qu'il va devoir gérer un graphique, en fait, hein. Il est allé le chercher dans sa bibliothèque. Ça, je reviendrai dans le détail en classe, ça sera plus simple, hein. Mais là, en gros, on lui dit où est-ce qu'il doit aller chercher la fonction qui vient après, hein. Et donc, plot, c'est la fonction qui lui dit, ben, trace une courbe, et en l'occurrence, xy. Et ensuite, on lui demande de nous la montrer, cette courbe. Ok? Bon, vous verrez, dans cette virgule, on peut rajouter, dans cette parenthèse, on peut rajouter plein de choses, comme la couleur du graphe, le marqueur, est-ce qu'on veut un petit trait, une petite croix, quelle sera la largeur du trait qui va tracer le graphe, bon, tout ça, c'est des détails. Mais voilà, grosso modo, ok? Voilà, je ne vais pas insister plus, parce que là, vous allez me craquer, hein, mais en gros, vous avez aussi les fameuses conditions, mais ça, je reviens plus tard. C'est-à-dire que des fois, dans votre programme, vous pouvez être amené à dire, ok, là, on a demandé une valeur, A, choisis un nom, voilà. Eh bien, si A est supérieur à 0, ben, tu fais ça. S'il n'est pas supérieur à 0, ben, tu fais ça. Ok? Comme ça, tuc, tuc, vous allez pouvoir, en fonction du nombre qui a été tapé, ben, faire plusieurs calculs différents en fonction de cette valeur. D'accord? Bien. Alors, maintenant, on va quand même revenir au cœur de... Hein, qu'est-ce qu'on fait lors de cette première séance? Eh bien, en électricité, on va déjà revenir un petit peu, quitte à ce que j'y passe une séance, parce que je sais à quel point vous êtes fâché avec ces notions. On va revenir sur les grandeurs en électricité importantes. Tension, intensité, résistance. Ce sont les trois grandeurs vraiment que je veux que vous compreniez. Je l'ai fait en quatrième à un certain nombre d'entre vous, et je sais que c'était ma première année, donc je suis pas sûr que c'était très clair. Je ne vous ai pas revu depuis, je ne sais pas quel est... Enfin si, en troisième, mais on le fait très peu ça, donc voilà. Je ne sais pas à quel point vous l'avez fait en seconde, je ne sais pas quel est votre niveau là-dedans, mais il faut vraiment que vous le maîtrisiez, c'est important, donc on reviendra dessus. Et on fera des mesures, on fera des circuits électriques. Vraiment, s'il faut passer 2 heures à faire des circuits électriques pour que vous recompreniez bien tout, on le fera. Et ensuite, on s'amusera à juste faire tracer les graphiques U en fonction de I, constater que c'est normalement proportionnel et que ce coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la résistance. Bon, bref, on fera tout ça, d'accord? Ensuite, on fera, donc probablement la séance d'après, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas le temps, on va fabriquer une pile. Normalement, ça a été fait aussi en seconde, mais j'ai un gros doute, donc on le fera là en première, pour être sûr. Vous montrer comment, concrètement, on fabrique une pile. Ça sera en fait l'occasion de revenir sur l'oxydoréduction qu'on a fait en début d'année. Vous savez, cette réaction chimique qui consiste à échanger des électrons entre les substances. Et s'il y a échange d'électrons, eh ben on peut se débrouiller en fait pour faire en sorte de faire passer ces fameux électrons qui doivent s'échanger là par un fil par exemple. Et paf, vous avez créé un courant électrique. Vous avez des électrons qui vont se déplacer et dans un fil, c'est la définition même de l'électricité. Donc pour ça, la réaction d'oxydoréduction est parfaite. D'accord? Donc on fera toute une séance là-dessus sur la caractéristique d'une pile. Vous pouvez vous arrêter maintenant pour le premier visionnage et me reprendre après, hein, ou vous faites tout d'un coup, mais là ça va faire bobo quand même. Ensuite, nous allons faire un petit peu de chimie à nouveau. Oui, pour revenir à cette époque bénie des tableaux d'avancement, hein, si vous vous rappelez bien. Et pour ça, vous allez avoir besoin de gérer les fameuses conditions. Donc, si à un moment vous voulez créer une condition dans votre programme, ça commence par if et vous donnez votre condition. Par exemple, si a est plus grand que 0, 2 points, et ensuite vous mettez toutes les instructions qu'il doit faire si cette condition est remplie. N'oubliez pas, regardez, il y a toujours ce décalage, cette tabulation, hein. Et si cette condition n'est pas remplie, mais dans ce cas-là, on écrit un else en dessous, c'est-à-dire si cette condition-là n'est pas remplie, alors tu fais ça. Et donc là, ici en dessous du else, vous mettez les instructions qu'il doit faire si cette condition n'est pas remplie. Alors, parmi les conditions, vous allez avoir par exemple si une valeur est égale à une autre, alors on ne peut pas écrire A égale B, parce qu'il ne comprend pas. N'oubliez pas que le égal, il l'utilise pour affecter quelque chose. Si on veut lui dire vérifie que A est égal à B, eh bien il faut écrire 2 signes égaux. D'accord? 2 égales quoi.
Si c'est différent, c'est un point d'exclamation égal, supérieur, inférieur. Bon, là, après, on est sur du symbole que vous connaissez plus. Et des fois, ce sera des doubles conditions. Si A est supérieur à B et qu'en plus, il est positif. Dans ce cas-là, il faudra mettre un AND entre les deux conditions. Et si la condition, c'est il faut que A soit supérieur à B ou que A soit au moins supérieur à 0, eh bien, ça sera OR. Et enfin, vous en avez une autre techniquement de boucle, après le for et la condition, vous avez le while. Tant que i est inférieur à 5, mais tu fais ce qui est en dessous. Donc là, typiquement, on lui dit i est égal à 0, il vérifie, i est bien plus petit que 5, donc il va l'imprimer. Le i plus égal à 1, ça veut dire, ça revient à ce qui est écrit après, i est égal à i plus 1, c'est-à-dire qu'on prend i, qui est égal à 0, on lui rajoute 1, et on l'affecte à i. Donc maintenant, i est égal à 1, il revient là, i est bien plus petit que 5, il recommence. Ensuite 2, 3, 4, 5, 6, et là, 6, ça n'est pas plus petit que ou égal à 5, il quitte la boucle et il continue. Ok. Alors nous, pourquoi ça va nous servir? Eh bien, nous allons revenir sur ces transformations chimiques. Donc là, on va étudier la réaction de la vitamine C au contact de l'air et de voir combien de vitamines il reste. Lorsque vous regardez des fois les petits comprimés de vitamines, ils ont tendance à changer de couleur au cours du temps. C'est parce que c'est la vitamine qui réagit petit à petit avec l'air. Hein. Et donc là, on va se pencher un peu là-dessus de comment on peut savoir quelle quantité de vitamines il reste. Et pour ça, on aura besoin d'un petit programme pas compliqué qui va nous faire juste trouver le réactif limitant en fait de cette substance et nous donner surtout quelles sont les quantités qu'il y a à la fin. Ok? Bien. Idem, vous pouvez vous arrêter là. Troisième séance sera, on retourne sur le mouvement et ces fameux vecteurs mouvement et accélération. Je sais que vous êtes super contents. Donc là, pas de rappel particulier, je vous expliquerai ça en classe. Hein, mais là, le but de cette séance sera, je vous le montre ici, hein, de tracer des vecteurs. En fait, vous allez avoir la position d'une roue au cours du temps. Et pour chacune de ces positions, on va juste tracer leur vecteur vitesse. Et on va peut-être même prendre le temps de tracer 2-3 vecteurs variation de vitesse, puisqu'on n'a pas encore le droit de dire accélération. Voilà. Donc grosso modo, ce que je vais vous demander de faire très attention, c'est que vous allez voir que là, il y a un petit problème avec le TP que j'ai trouvé. Il est pas mal, voilà, il me plaît bien, sauf que vous allez voir que la définition de la vitesse ne colle pas avec celle que je vous ai donnée en classe. Je vous l'ai déjà expliqué, ça vient d'un changement dans le programme. Pour coller au plus près des maths, on a décidé de dire que maintenant, la vitesse au point 3, c'est égal à la distance qu'il parcourt entre le point 3 et le point 4 divisé par le temps. Alors qu'avant, en un point, on disait, tu prends la position avant et la position après, tu regardes quelle distance il a parcouru, divisé par le temps qu'il lui a fallu. Voilà. Bon bref, c'est un petit changement un peu délicat, enfin un peu subtil, vous prenez pas la tête, je vous le rappellerai en classe. Mais vous allez voir qu'avec cette nouvelle définition que je vous ai apprise, eh bien, les tracés de vecteurs collent pas toujours quand ce sont des mouvements circulaires notamment. On en parle en classe, hein. Mais voilà, je voulais vous faire revenir un peu ça en mémoire, ces histoires de vecteurs vitesse là, et variations de vitesse. Ensuite, nous allons revenir sur l'énergie mécanique qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, c'est pas un gros rappel là. L'idée, ça va être de tout simplement étudier la chute d'un objet, donc là d'une bombe à eau, hein, et de voir comment varie son énergie potentielle et son énergie cinétique et donc son énergie mécanique pendant cette chute. Là, ce qui est cool, ce qu'on va faire, c'est vraiment une étude totale. Vous allez avoir la vidéo, vous allez extraire les positions au cours du temps, d'accord? Et ensuite, ces valeurs, on va les récupérer dans un fichier et on va le traiter avec Python. Donc vraiment l'étude complète. Vraiment utile pour le coup. Hein. Là, vraiment, cette séance-là sera hyper utile parce que pour le coup, vous pourriez être amené à en avoir besoin. Et enfin, on fera peut-être deux séances Arduino si le temps le permet. Donc, un petit rappel rapide sur Arduino. Hein. Alors, Arduino Kesako, eh bien, Arduino, je vous le montre directement. C'est une carte. C'est un processeur. Hein. Comme il y a dans beaucoup d'appareils électriques. Hein. C'est notamment, ça ressemble fortement à une carte Arduino si vous démontez votre décodeur, votre modem, le faites pas, je vous conseille pas. Mais globalement, voilà, il y a un port USB pour le relier à l'ordinateur pour pouvoir nous y implémenter nos programmes. Vous avez un certain nombre de broches qui vont permettre de brancher des circuits électriques, des capteurs. Donc vous avez des entrées et des sorties en fonction de... Si c'est une sortie, c'est la carte qui va donner des instructions à l'appareil que vous avez branché, genre haut-parleur. Si c'est une entrée, c'est un capteur qui va donner des informations à Arduino et que lui, il va traiter. D'accord? Voilà, ensuite vous avez des sources d'alimentation. Bon bref, en gros.
Cette carte, bien souvent, on va la brancher à un circuit électrique qui sera fait sur cette fameuse breadboard là, qui est un support hein, qui va nous permettre de tout connecter. Alors, à noter que sur les côtés, là, de chaque côté, vous avez un certain nombre vous avez deux lignes qui sont un peu séparées du reste là, donc en haut et en bas. Et d'ailleurs, au bout, c'est écrit plus et moins. Il se trouve que sur une ligne, tous les points sont reliés ensemble. D'accord? Ils sont tous reliés tous ensemble. Ok? Et pareil pour les plus. D'accord? Et pour ce qui est de la partie du milieu, eh bien cette fois-ci, ce sont les colonnes qui sont branchées ensemble. Ok? Il faut imaginer là-dessous, là, que sous ce point, vous avez un fil qui vient relier au point qui est ici. Ils sont vraiment reliés entre eux, d'accord? Directement. Donc pas besoin de mettre un fil du point là au point là. Ça sert à rien. Il existe déjà. Il est en dessous, d'accord? Bien. Voilà, et donc concernant ce fameux programme, bon ben le programme d'Arduino, ils ressemblent tous à la même chose. Ils sont en deux parties. Vous avez une partie ce qu'on appelle Setup. C'est un programme qu'il va réaliser une fois lorsque le Arduino va démarrer. Il va faire un certain nombre d'instructions, mais une unique fois. Et ensuite, vous avez une deuxième boucle, une deuxième partie ici qui s'appelle Loop, qui pour le coup porte bien son nom. C'est un programme qu'il va réaliser en permanence, en boucle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle comme ça, d'accord? Il va la faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord? Alors, c'est certaines fonctions qui sont à connaître, hein. Bon, je me doute bien que là, ça va pas être là forcément la partie la plus sympathique pour vous, mais Digital Read et Analog Read, c'est pour lorsque vous allez brancher des capteurs, ok? Quand la carte va avoir besoin d'aller lire la valeur de ce capteur, ben, eh bien, c'est cette fonction-là, d'accord? En fonction de si c'est un capteur qui donne une réponse numérique, c'est-à-dire soit juste 0 ou 1 au bas, ce sera digital. Et si c'est un vrai capteur qui donne des valeurs, ça sera analogue. Okay. À l'inverse, vous avez Digital Write. Là, c'est pour cette fois-ci si vous avez besoin que le Arduino donne une consigne à un appareil. Ok. Tone, c'est pas sûr qu'on s'en serve. C'est une fonction qui permet de faire émettre un son à haut-parleur. Ok. Et le fameux pin mode là-haut, c'est juste pour affecter à chaque broche. Vous savez, sur Arduino, là, vous avez un certain nombre d'endroits pour brancher des choses. Bien, c'est cool de les brancher, mais il faut prévenir Arduino qu'il est branché. Vous savez, c'est le même délire quand vous branchez une imprimante. Il faut expliquer à l'ordinateur qu'il est branché à l'imprimante. Il faut qu'il l'installe. Bon, ben l'Arduino, c'est pareil. C'est pas parce que vous l'avez branché qu'il va être au courant que c'est branché. Donc, il faut vraiment affecter à chacune de ces broches-là lui dire, ben là, tu vois, on a branché un capteur, là, on a branché un haut-parleur, tu vas pouvoir faire ça, voilà, bref. Ok? Le prévenir qu'il est branché à un truc. Ok, et donc, la principale manip qu'on fera, c'est revenir sur la loi de Mariotte, vous savez, là. Enfin, vous savez, je ne sais pas si vous vous en rappelez. La variation de. Vous vous souvenez peut-être du TP. On prenait une seringue et on faisait diminuer le volume ou on augmentait le volume et on regardait comment la pression évoluait. Et on se rendait compte qu'en fait, si vous multipliez P fois V, c'est constant. C'est-à-dire que si le volume diminue, la pression augmente, et si le volume augmente, la pression diminue, mais ça change de telle sorte qu'en fait le produit des deux est toujours constant. Okay, bon, on va refaire cette manip, sauf qu'à l'époque on l'avait fait avec l'impressiomètre, si vous vous rappelez c'était cette manip qu'on avait fait à l'époque, ben là on va le faire avec Arduino. Okay, et la deuxième manip qu'on fera si le temps le permet, c'est de mesurer la vitesse du son, alors la célérité du son, euh, avec Arduino. Oh, rien de bien méchant, hein. Là pour le coup vous verrez, on a un émetteur-récepteur comme ça, il y a un émetteur qui va émettre un ultrason et le récepteur qui va regarder combien de temps il faut à cet ultrason pour revenir. Si on a la distance précise entre cet émetteur et l'obstacle qu'il a tapé, bon, on pourra sans trop de problème en déduire la célérité du son. Ok? Bien, c'est fini pour moi. Voilà, c'était autant une séance pour vous rappeler normalement ce qui a été vu l'année dernière qu'une vidéo pour juste vous prévenir de ce qui vous attend, d'accord? Donc ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je vous dis à bientôt pour toutes ces magnifiques séances.